Explorateur, chasseur de gros gibier, saboteur et fou certifié. Voici quelques identités d'un homme réputé comme l'un des espions les plus célèbres et notoires du XXe siècle. Malgré ses talents d'espion, peu de gens connaissent aujourd'hui son vrai nom. Connu à divers moments comme la Panthère Noire, le Duc ou l'homme qui a tué Kitchener, il était beau, charismatique, intelligent et maîtrisait plusieurs langues. Pour certains, il n'était qu'un escroc, pour d'autres, un maître espion et saboteur. Pour un homme aussi complexe et énigmatique que le super espion sud-africain Fritz Duquesne, la vérité est sans doute entre les deux. Né le 21 septembre 1877 à East London, Afrique du Sud, Fritz Joubert Duquesne était issu de réfugiés français et de colons néerlandais. Enfant, il vivait près de la frontière de la colonie du Cap britannique. Là, il a découvert la tension et les fréquents conflits entre l'Empire britannique, les républiques Boers et les tribus bantous locales. Dans sa petite enfance, la famille de Fritz a déménagé à Nylstrom, au nord de la République sud-africaine. Son père a créé une ferme où il travaillait comme chasseur. Avant même d'être adolescent, Fritz a tué un homme pour la première fois, en défendant sa mère contre l'attaque d'un Zoulou local. Les Duquesne étaient souvent confrontés à des ennuis et furent un jour chassés de leur ferme par la tribu Nguni. La légende dit que lors de l'escarmouche suivante, Fritz tua plusieurs guerriers Impi. La famille Duquesne valorisait l'éducation, si bien qu'à 17 ans, Fritz fut envoyé en Angleterre à l'université de Londres, puis à l'Académie militaire royale de Bruxelles. Le déclenchement de la Seconde Guerre des Boers, le 11 octobre 1899, obligea Fritz, 22 ans, à retourner en Afrique du Sud. Il rejoignit les combats en tant que membre d'un commando Boer, acquérant une réputation redoutable et se faisant appeler la Panthère Noire. Pendant le siège de Ladysmith, Fritz fut blessé à l'épaule droite et, un mois plus tard, il fut capturé par les Britanniques lors de la bataille de Colenso. Cependant, il parvient vite à s'évader, fuyant d'abord vers Durban sur la côte est de l'Afrique du Sud, puis retrouvant son unité. En août 1900, les Boers furent repoussés jusqu'au Mozambique. En battant en retraite, Fritz fut de nouveau fait prisonnier. Cette fois, il fut envoyé à Caldas da Rainha, un camp d'internement près de Lisbonne. Fritz planifia aussitôt son évasion. Il réussit à séduire la fille d'un gardien de prison, qui accepta de l'aider à s'évader du camp. Après s'être échappé, il voyagea de Lisbonne à Paris, puis enfin jusqu'à Aldershot en Angleterre. Et ainsi Fritz se retrouva parmi ses ennemis les plus détestés, les Britanniques. Croyant que sa meilleure chance était de combattre son ennemi de l'intérieur, il rejoignit l'armée britannique et obtint une affectation au Cap en 1901. Ainsi, pour la première fois, Fritz devint un agent double. Quand son régiment traversa Nylstrom, Fritz découvrit la ferme familiale en ruine, détruite par la politique de la terre brûlée de Lord Kitchener. La découverte du meurtre brutal de sa sœur aux mains des Anglais et l'internement de sa mère dans un camp de concentration alluma en lui une flamme de haine envers l'Angleterre qui ne s'éteindrait jamais complètement. Fritz retourna au Cap avec un objectif secret, saboter les installations anglaises et tuer Lord Kitchener à tout prix. Il recruta 20 hommes Boer pour soutenir sa cause et exécuter son plan meurtrier. Avant que son plan ne puisse être mis à exécution, les Britanniques reçurent un tuyau et se jetèrent sur Fritz alors qu'il assistait à un dîner donné en l'honneur du gouverneur de la colonie du Cap. Rapidement arrêté et traduit en cour martiale, il fut condamné à mort avec ses complices pour trahison. Ses compagnons saboteurs furent rapidement exécutés par un peloton d'exécution, mais Fritz Duquesne réussit à négocier sa peine en emprisonnement à vie. Il réussit en promettant de dévoiler les codes secrets et de traduire les dépêches Boers pour les Britanniques. Fritz n'avait en fait jamais voulu tenir sa promesse. Emprisonné dans le château du Cap de Bonne-Espérance à Cape Town, Fritz grattait chaque nuit les murs de sa cellule avec une cuillère. Il se serait évadé de prison une 3e fois si une grosse pierre ne s'était pas détachée, l'emprisonnant dans son tunnel. Un gardien de prison le découvrit là, inconscient mais autrement indemne. Peu après sa tentative d'évasion, Fritz fut envoyé avec 360 autres prisonniers Boers à la colonie de la forteresse impériale sur l'île de Burt, au large des Bermudes.
Les Britanniques jugeaient impossible de s'évader de l'archipel battu par les tempêtes, cerné de requins et de récifs traîtres. Fritz Duquesne n'approuvait pas cette évaluation. Dans la nuit du 25 juin 1902, il s'évade de la forteresse-prison en escaladant la clôture de barbelés et nageant 1,5 miles sans être détecté, passant devant patrouilleurs et projecteurs. Guidé par un phare lointain, il regagna les Bermudes où des compatriotes Boers organisèrent son départ. Moins d'une semaine plus tard, Duquesne était à bord d'un bateau pour Baltimore, quittant les plages roses de son île-prison et envisageant une nouvelle vie. À son arrivée aux États-Unis, Fritz se rendit dans la métropole animée de New York. Il devint journaliste au New York Herald et vécut en écrivant des récits d'aventures captivants. En 1908, Fritz avait solidifié sa réputation de correspondant de guerre globe-trotter. En 1910, il se maria pour la première et unique fois. Son mariage avec l'américaine Alice Wortley se termina sans enfant et par un divorce 8 ans après. À cette époque de l'histoire américaine, la nation subissait une grave pénurie de viande. L'immigration signifiait que les populations urbaines explosaient et que l'industrie de la viande ne pouvait tout simplement pas suivre. Toujours aussi rusé, Fritz, avec 2 autres hommes, dont le membre du Congrès américain Robert Broussard, a élaboré un plan ingénieux. Leur solution ? L'élevage d'hippopotames. Les 3 hommes ont fondé la nouvelle société d'approvisionnement alimentaire en 1910 et ont proposé d'importer l'hippopotame africain dans les bayous de Louisiane comme source de nourriture. De plus, les hippopotames aideraient à contrôler une plante envahissante qui tue les poissons et bloque les voies navigables locales. Bien que la viande d'hippopotame ait été vantée comme un bacon de vache du lac, le projet de loi américain n'a jamais été adopté et l'organisation a vite disparu. Bien que le projet d'hippopotame n'ait jamais abouti, les manigances et la campagne de Fritz l'ont mis en relation avec le président américain Theodore Roosevelt. Fritz est devenu le coach de tir de Theodore Roosevelt et l'a accompagné lors d'une expédition de chasse en Afrique de l'Est. Bien que sa vie ait apparemment tourné la page des champs de bataille d'Afrique du Sud, les braises de la haine de Fritz envers les Britanniques brûlèrent toujours en lui. À l'aube de la Première Guerre mondiale, en 1914, Fritz allait bientôt avoir l'occasion de se venger. Après avoir rencontré un industriel germano-américain aux États-Unis, en 1914, Fritz fut recruté comme espion et saboteur allemand. Sous le nom de Frédéric Fredericks, il fut envoyé pour sa première mission au Brésil sous le prétexte d'être un scientifique étudiant l'EVA. Sa mission, en tant qu'agent du renseignement naval allemand, était de perturber le trafic commercial vers les pays en guerre contre l'Allemagne. Depuis sa base à Bahia, au Brésil, Duquesne a orchestré une série d'attaques contre des navires marchands britanniques. Il utilisait principalement la bombe à retardement, cachée dans des caisses étiquetées comme échantillons de minéraux. Il a saboté frénétiquement, prétendant ensuite avoir coulé 22 navires. Sa couverture fut vite compromise quand Bauer, un complice arrêté par le Military Intelligence, identifia Fritz Duquesne comme le cerveau du sabotage naval. Sa couverture compromise, Fritz a fui les Britanniques pour Buenos Aires. Pour semer ses poursuivants, il fit publier dans le New York Times un article annonçant sa mort aux mains de tribus amazoniennes lors d'une expédition en Bolivie. Après la publication de sa nécrologie, Fritz a changé d'avis. Étant mort, il perdrait son passeport américain, et donc la protection contre les poursuites britanniques que lui offrait la loi sur la neutralité. Quelques semaines plus tard, il diffuse une fausse histoire à la presse, affirmant qu'il n'était pas mort, mais sauvé par les troupes gouvernementales après une grave blessure. Fritz Duquesne, ayant encore échappé à ses poursuivants, ne tarda pas à réapparaître sous une nouvelle identité. Parmi toutes les légendes sur Fritz Duquesne, la plus incroyable reste sans doute celle où il devient l'homme qui a tué Kitchener, son ennemi juré. En 1916, se faisant passer pour le duc russe Boris Zakrevsky, Fritz accompagna le maréchal Kitchener sur le Her Majesty's Ship Hampshire en Écosse. Kitchener était bien sûr l'ennemi juré de Fritz, en tant qu'architecte de la politique de la terre brûlée qui a entraîné la destruction de la ferme familiale des Duquesne et la mort de ses proches. Fritz conçut un plan astucieux pour éliminer son ennemi et ses hommes.
À bord, Fritz signala un sous-marin allemand en lançant des fusées auto-inflammables par un hublot. Le Her Majesty's Ship Hampshire coula après une torpille, ne laissant survivre que 12 hommes. Kitchener mourut aussi en mer. Fritz s'échappa sur un radeau avant que le navire soit torpillé et coulé. Selon la légende, il reçut la croix de fer pour sa bravoure. Malgré des photos où il porte la décoration militaire et d'autres d'origine douteuse, aucun document n'a survécu à la guerre pour confirmer ou infirmer cette histoire. Aujourd'hui, il est généralement admis que le Her Majesty's Ship Hampshire a coulé après avoir heurté une mine posée par un sous-marin allemand. Vrai ou non, l'histoire fit de Fritz l'homme ayant tué Kitchener. Pendant la Première Guerre mondiale, Fritz estima qu'il était temps de se réinventer. Il prit le rôle du capitaine Claude Stoughton, héros de guerre du régiment Western Australian Light Horse. Conteur exceptionnel, il fascinait le public new-yorkais, avec ses récits fictifs de bravoure et de guerre, assurant ainsi un revenu confortable. Cependant, son passé le rattrapa en novembre 1917, lorsqu'il fut arrêté à New York pour fraude à l'assurance. Il avait audacieusement déposé de fausses déclarations d'assurance pour la perte d'échantillons de minéraux, qu'il utilisait en réalité pour cacher ses bombes à retardement. Lors de son arrestation, on le trouva en possession d'un dossier de coupure de presse lié à l'attentat à la bombe contre des navires et d'une lettre d'un vice-consul adjoint allemand reconnaissant les services de Duquesne à la cause allemande. Recherché par les Britanniques pour être poursuivi pour meurtre en haute mer et incendie criminel, la chance de Fritz touchait à sa fin alors qu'il était assis dans une prison américaine en attendant son extradition vers l'Angleterre pour être jugé par la couronne britannique. Le tour qu'il avait dans sa manche, cette fois pour s'évader, était aussi ridicule que rusé. Fritz a feint la paralysie, une mascarade qui l'a maintenu pendant près de 2 ans et qui l'a conduit à être transféré dans l'aile carcérale de l'hôpital Bellevue. Quelques jours avant son extradition, Fritz a agi. Déguisé en femme, Nabé Fritz s'est glissé hors de sa cellule et a escaladé les murs de l'hôpital pour s'évader. Fritz était resté discret plusieurs années après son évasion, probablement installé au Mexique. Il est finalement revenu à New York en 1926. On sait peu de choses sur cette période de la vie de Duquesne, sinon qu'il a été journaliste indépendant et a commandé sa biographie. Le livre « L'homme qui a tué Kitchener » relevait autant de l'embellissement que de la fiction. Mais quoi qu'il fasse, Fritz Duquesne n'a jamais réussi à échapper à l'ampleur des événements de son passé. Le 23 mai 1932, il a de nouveau été arrêté à New York pour ses crimes commis pendant la guerre. On pense qu'une femme qu'il voyait alors a révélé sa véritable identité au FBI. Sa défense au procès fut assurée par le célèbre avocat Arthur Garfield Hayes. La Grande-Bretagne ayant refusé de poursuivre pour crime de guerre à cause de la prescription, le juge a rejeté l'accusation d'évasion et Fritz a été libéré. Malgré une autre rencontre de justesse avec la justice, Fritz n'avait aucune intention de se ranger. En 1934, Duquesne a été recruté comme officier du renseignement pour l'Ordre, une organisation américaine pro-nazie. En janvier 1935, il avait infiltré et travaillé pour la Works Progress Administration du gouvernement américain. Alors que les nuages de la guerre s'amoncelaient sur l'Europe dans les années 30, le passé de Fritz pendant la Première Guerre mondiale n'avait pas été oublié par les Allemands. L'amiral Wilhelm Canaris, le chef du renseignement militaire allemand, l'Abwehr, surveillait de près Duquesne. En 1937, Canaris a demandé à son nouveau chef des opérations aux États-Unis, le colonel Nicolas Ritter, de renouer avec Duquesne. Duquesne et Ritter se sont secrètement rencontrés à New York le 3 décembre 1937, débutant un nouveau chapitre dans la vie de Duquesne en tant qu'espion. Fritz s'est immédiatement mis au travail pour construire un réseau d'espionnage aux États-Unis afin de transmettre des informations à l'Allemagne. Bien que l'Amérique restait isolationniste, elle gagnait déjà en puissance dans toutes les sphères d'influence. Il était possible que les États-Unis soient entraînés dans un conflit mondial que beaucoup voyaient déjà poindre à l'horizon. Les Allemands souhaitaient surveiller tous les renseignements recueillis et, si possible, influencer les opinions et politiques en leur faveur. Personne n'était mieux qualifié pour cette mission que le maître espion, le duc. Fritz recrutait activement de nouveaux membres pour former ce qui deviendrait, avec 33 agents, le plus grand réseau d'espionnage allemand aux États-Unis.
Heinrich Stade, musicien allemand ayant émigré aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, partageait le ressentiment de nombreux immigrants allemands face au sort réservé à leur pays, ce qui le rendait vulnérable au recrutement comme espion. Musiciens, ingénieurs, dockers et personnel aéroportuaire recrutés étaient déjà intégrés à la société new-yorkaise, quand Hitler prit le pouvoir en 1933. Opérant depuis sa base au restaurant Little Casino à Manhattan, les renseignements recueillis par Fritz et ses agents étaient retransmis secrètement en Allemagne. Comme une chaîne, un réseau d'espionnage n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Pour Fritz Duquesne, le maillon faible était William Sebald, ouvrier aéronautique en Californie. Recruté par l'Abwehr après des menaces contre sa famille. Envoyé en Amérique sous le nom de Harry Sawyer, il avait pour mission d'infiltrer la garde nationale des États-Unis. Sebald a saisi sa première occasion après son arrivée aux États-Unis pour révéler à la FBI l'existence du réseau d'espionnage allemand. Il a vite été recruté comme agent double. Sa mission, infiltrer le réseau d'espionnage Duquesne et aider à le démanteler. Après que le président Franklin Roosevelt ait été informé, l'agent du FBI Newkirk, alias Ray McManus, a été affecté à l'affaire Duquesne. Le FBI a loué une chambre juste au-dessus de l'appartement de Fritz, près de Central Park, installant des micros cachés pour enregistrer les conversations qui se déroulaient dans l'appartement en dessous. Une opération secrète a aussi été organisée à Times Square, où le FBI a loué 3 chambres voisines. Une des chambres servait de bureau à Sebald, où il recevait des rapports de renseignement des espions de l'Abwehr. Les rapports, censurés par le FBI, étaient impartialement transmis par Sebald à l'Allemagne, par radio codée pour préserver sa couverture. 2 agents du FBI germanophones occupaient les 2 autres pièces, écoutant et enregistrant les réunions via une caméra cachée derrière un miroir sans teint. À ce moment, Fritz Duquesne était déjà un espion chevronné. Il a accru le stress des agents du FBI lors de sa première visite au bureau de Sebald, inspectant minutieusement les lieux, vérifiant les coins, ouvrant les coffres et scrutant les miroirs. Il a même demandé à Sebald d'un ton direct et presque sans humour « Où sont les micros ?» N'ayant trouvé aucune preuve de surveillance, Duquesne a montré à Sebald des documents cachés dans sa chaussette. Cela incluait un croquis et une photo du fusil M. Garand, un dessin d'un nouveau char léger, des photos d'un bateau moustique de la marine américaine et d'un lance-grenade, ainsi que des rapports sur des chars vus à West Point et au Tennessee. Durant 2 ans, le FBI a surveillé les allées et venues des espions dans le bureau de Sebald. Mi-juin 1941, le FBI estime avoir assez de preuves pour démanteler le réseau d'espionnage Duquesne. À son apogée, Fritz avait des espions de New York à la Californie, Détroit, Londres, Berlin et au-delà. En juin 1941, la police a arrêté le tristement célèbre réseau d'espionnage Duquesne. Fritz et 32 espions allemands ont été arrêtés lors d'une vaste opération. Après leur arrestation, ils ont été accusés d'avoir transmis des informations classifiées sur l'armement américain et les activités maritimes aux autorités allemandes. Les échos de l'attaque de Pearl Harbor par le Japon et de la déclaration de guerre de l'Allemagne contre les États-Unis étaient encore frais lorsque, le 2 janvier 1942, les 33 espions ont été condamnés collectivement à plus de 300 ans de prison. Le démantèlement du réseau Duquesne a gravement entravé le renseignement allemand aux États-Unis. Pour Hitler, c'était le pire moment, car l'Amérique venait d'entrer en guerre. J. Edgar Hoover, alors directeur du FBI, a fièrement proclamé que l'opération était la plus grande arrestation d'espions de l'histoire des États-Unis. Cette fois, le Duquesne, 64 ans, ne put échapper à la justice. Il a écopé de 18 ans de prison, 2 ans supplémentaires à purger en même temps, et d'une amende de $2000 pour violation de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. Il a commencé sa peine au pénitencier fédéral de Leavenworth, Kansas. Peu de temps après son incarcération, la santé physique et mentale de Fritz a commencé à se détériorer, et cette fois, c'était vraiment le cas. En 1945, il a été transféré au centre médical pour prisonniers fédéraux à Springfield, Missouri. Fritz a finalement été libéré en 1954 en raison de sa mauvaise santé, après avoir purgé 13 ans de sa peine. Fritz Duquesne n'éta pas mort en héros, malgré ses anciens exploits.
Il est décédé indigent le 24 mai 1956 à l'hôpital de Roosevelt Island, à 78 ans. En repensant à la vie de Fritz Joubert Duquesne, il est difficile de séparer fiction et réalité, exactement comme ce grand espion l'aurait souhaité. C'était un homme aussi énigmatique que les histoires qu'il racontait. Sa vie était une tapisserie d'intrigues, tissée de fils mêlant vérité et tromperie. Avec un charme légendaire, une intelligence redoutable et une maîtrise des langues, ceux qui gravitèrent autour de lui étaient inévitablement attirés par son charisme. Bien que Duquesne se soit finalement retrouvé du mauvais côté de l'histoire, il est difficile de ne pas reconnaître et admirer un espion exerçant son métier avec autant de maîtrise. Merci.